donc justement, après l'expérience Catwoman, en fait, on a l'impression que, j'ai l'impression que vous mettez un peu de côté en termes de réalisation, et puis vous participez après à la réalisation d'un film, un gros film en Roumanie, un téléfilm. Mais entre les deux, est-ce qu'on vous repropose des choses qui favorisent votre épanouissement sur le papier, d'autres projets, ou vous avez vraiment besoin Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors après Catwoman, donc en fait, après Catwoman, j'avais un projet qui était un projet idéal avec Jim Caviezel. Mais c'était vraiment juste après, avec Jim Caviezel dans le rôle principal, Ray Liotta, de... Gérard Depardieu qui faisait aussi un rôle, qui était un film qui s'appelait Only New York et qui était un film noir qui se passait à New York, vachement intéressant qu'on devait tourner à Toronto. Ok. Donc tout est signé, machin, etc. Je pars à Toronto, on commence à faire la prépa, etc. Là, tout va bien. 15 jours avant le tournage, tout s'arrête. Le financier capote, plus d'argent, etc. La production s'arrête durant le week-end. Tout le monde retourne à Los Angeles. Le producteur essaye de trouver des gaps financing et autres, et le projet meurt. Donc là, j'étais au bord du suicide. Je me dis putain, ça va pas être possible. Là, je dis à mon agent, il faut que tu me trouves quelque chose, j'en peux plus, il faut que je tourne, quoi. Je peux pas possible, il faut que je tourne. Et il me trouve ce film Fire and Ice en Roumanie, qui était un film en fait pour Sci-Fi Channel, et qui était un film de dragon, voilà, sur lequel qui avait un metteur en scène qui était déjà en place, qui était parti au dernier moment. Il fallait quelqu'un à la dernière minute pour reprendre le truc. Donc je saute sur l'occasion, je pars en Roumanie, je fais ce truc, je tourne. Et après, la productrice fait le montage. Vraiment le truc de faiseur. Je fais le tournage et après le montage, ma jambe ne s'est même pas occupée. C'est la prod qui a fait ça. Donc le film, il est ce qu'il est. Mais c'est pas vraiment un bébé à moi. Mais et voilà. Et après ça, en fait, ça a été voilà constamment des réunions, lire des scripts, des projets qui vont peut-être se faire, pas se faire, etc. Jusqu'au jour où j'ai ce truc incroyable, qui est, je reçois un coup de téléphone de Chine. C'est comme si quelqu'un vous appelle de Mars. Je reçois, c'est pas moi directement, mais c'est mon agent qui reçoit un coup de téléphone d'un producteur chinois qui dit qu'il a un gros film pour moi. Donc, il m'envoie le script avec des visuels. Okay. Donc, je lis le script, qui était une traduction littérale de chinois en anglais. Donc, c'était un truc illisible, c'était un truc incompréhensible. Et plein d'illustrations, certaines très très vilaines, certaines plutôt intéressantes. Mais voilà. Et le thème, c'était Star Wars, mais sous l'eau. Une sorte de gros film épique qui se passe en Grèce antique, avec des monstres marins, des sirènes, machin, un délire absolu. Hein. Mais bon. Et je dis, bah, écoute, ouais, pourquoi pas, on rencontre ces Chinois. Donc le mec vient me rencontrer à Los Angeles avec son partenaire autre chinois. Lui, il parlait pas un mot d'anglais, son partenaire parlait l'anglais. Et on commence à échanger, voilà, pour comprendre que le mec avait fait fortune dans l'immobilier à Beijing, il a un rêve, c'est de devenir le George Lucas chinois. Que c'est pour ça qu'il a écrit ce projet à la Star Wars, mais avec sa patte, etc., et qui me veut, moi, comme metteur en scène. Parce qu'à l'époque, il voulait engager Spielberg, mais pardon, il voulait engager George Lucas, il voulait quelqu'un qui ait fait Star Wars, donc il voulait engager George Lucas, qui était un petit peu occupé. Donc après, il a voulu engager Irving Kershner, qui avait réalisé le numéro 2, qui était un prof d'école de cinéma de Lucas. Irving Kershner avait passé, il est trop vieux, machin, etc. Mais je sais plus comment exactement, mais la femme de Kirchner me connaissait ou on s'en avait là, et avait donné mon nom aux Chinois, qui m'étaient tombés dessus comme étant la prochaine victime. Et donc, alors, histoire vraie, le mec arrive à Los Angeles un mardi, donc on a un rendez-vous le mardi, où il me raconte son histoire, machin, etc. Alors je lui dis, ouais, le script, machin, a quand même besoin de travail, mais c'est à toi, c'est ton script, tu réécris, tu fais ce que tu veux. Je dis, bon, bah d'accord, ça marche. Et le vendredi,
le chinois a écrit un chèque de mon salaire pour tout le film, signe mon contrat. Et le dimanche de la semaine d'après, je devais être dans l'avion pour partir à Beijing. Donc, bon, en 10 jours, il fallait, bon, j'ai mon fils qui vit avec moi, il fallait que j'organise toute ma vie en 10 jours pour être capable de partir pour 1 an en Chine. Rien n'est impossible, évidemment. Donc, je pars pour Beijing, et là, une aventure surréaliste commence, où voilà, le mec était un fou furieux, avec un peu d'argent, beaucoup moins d'argent qu'il ne le dit, mais avec quand même pas mal d'argent, et qui me trimballe pendant 1 an. En fait, l'histoire est très très longue, mais voilà, j'ai vécu un an extraordinaire en Chine. J'ai voyagé, j'ai bouffé comme c'est pas permis. La bouffe chinoise est incroyable, et les gens sont adorables. Donc j'ai vécu 1 an en Chine pour rien pratiquement. Mais une expérience juste personnelle incroyable. Et donc quand je suis revenu, ça c'était en 2008. Okay, Donc, ouais. donc j'ai assisté aux Jeux Olympiques à Beijing en 2008. Donc j'ai vu Beijing changer. Au niveau humain, c'était vraiment un truc vraiment génial. Et quand je suis rentré aux États-Unis, ben c'était on était dans la vague de 2008 et la crise, etc. Les studios qui avaient diminué le nombre de films par 2, tout le monde était viré, donc c'est super morose. Et donc là, essayer de remonter les films, les machins, etc., c'était super compliqué. Donc rien n'avance vraiment. Et donc commence une longue route dans le désert où je monte une boîte de prod de pub. Voilà, parce qu'il fallait bien que je bouffe et que je m'occupe. Et puis ça commence à me faire chier parce qu'il y avait pas les budgets sont ridicules, les gens sont chiants, pas de créativité. Donc j'ai fait ça un petit bout de temps, après j'ai arrêté. Pour après, bon, j'avais fait un peu une croix sur le cinéma en me disant bon voilà encore le cinéma est ce qu'il est, c'est plus pour moi. Et je me suis redirigé vers la réalité virtuelle. C'est-à-dire que j'ai eu bon, la technologie est un truc qui m'a toujours fasciné. Et je suis tombé un jour sur ce casque de réalité virtuelle. Donc j'ai acheté un casque, je m'intéresse sur la technique. Et la VR est devenue un truc dont les gens parlaient. Et donc j'ai acheté un casque de VR. Donc c'était à l'époque, c'était Oculus, et c'était le Dike2, un truc de développement, donc c'était vraiment très archaïque. J'achète ça pour essayer de comprendre comment ça marche, pour avoir une vision de ce qu'on peut faire avec. Et effectivement, je m'amuse comme un petit, comme un gamin avec ça. Je fais venir plein de gens chez moi, vraiment de 7 à 77 ans, des gamins, des vieux, pour voir comment ça marche, etc. Et pour vraiment avoir le plaisir de l'immersion. Tout d'un coup, avec la VR, je retrouvais le concept d'immersion du cinéma où le cerveau swap, et même si l'image est merdique dans le casque, en fait, le cerveau tout d'un coup swap et on est happé par un univers tridimensionnel. Et le cerveau prend pour argent comptant, pour prendre ce qu'il voit pour argent comptant. Donc voilà, donc je suis fasciné par ça. Alors à l'époque, il y avait plein de gens qui disaient ouais, c'est le cinéma 2.0, toutes les histoires en VR, machin, etc. Bon, moi, je suis vraiment pas fan. Je me dis non, ça va pas être comme ça. C'est-à-dire que le cinéma, c'est vraiment raconté dans une fenêtre. La VR, c'est on regarde partout. On peut pas raconter une histoire comme ça. Ça pas. Ou alors il faut que l'histoire soit générée automatiquement. Hein, par rapport à là où vous regardez. Donc ça va arriver un jour, mais on est loin de ça pour aujourd'hui. Donc je prends une direction plus spirituelle avec la VR. Bon, je pratique la méditation depuis très longtemps et je me dis voilà, c'est un moyen parce qu'on est vraiment dans un mode un petit peu particulier. C'est peut-être un moyen d'aider les gens à méditer. Donc, je réfléchis à ça. Je monte une boîte en France d'ailleurs pour développer l'aide à la méditation avec la VR. Le problème de la VR, c'est que c'est vraiment pas un marché grand public facile parce que personne n'a de casque de VR chez eux. Hein.
C'est un choix, c'est un choix. Et donc là, le grand public en VR est vraiment pas là. Par contre, dans l'entreprise, il y a peut-être une chance. Et je crée un programme, etc., pour aider les gens à méditer en VR. On commence à attaquer les entreprises, etc. On marche en fonds propres. On réussit pas à lever de fonds pour le moment. Hein. Et bing, le Covid arrive. Et les gens vont plus au bureau. Donc le truc de VR qui était pour le bureau, ça marche plus. Et donc du coup on n'avait pas de fonds d'investissement, donc le projet est mort après avoir été à peine né. Hein. Donc voilà. Donc maintenant je repars sur autre chose, je sais pas encore trop quoi. Mais par rapport au cinéma, moi, il y a un film que je vous aurais bien vu faire le remake, c'est Rocketeer. Je sais pas si vous voyez ça. Rocketeer, ah ouais, c'est bien sûr, ouais. Ouais, je trouve ça génial et je me suis dit c'est un film pour vous parce qu'il est question aussi d'aviation et c'est un film il est magnifique ce film pour moi de Joe Johnston, mais je me suis dit pour vous quand je vois vos photos entre autres et votre amour de l'aviation entre autres, je me suis dit c'est pour Pitoff peut-être. Ah, c'est pas con, Rocketeer, je peux essayer de le faire ressortir la poussière. J'ai vu que vous avez aussi monté, donc votre boîte de production, vous avez produit aussi des courts-métrages, je crois aussi. Oui, toujours évidemment garder un pied dans le cinéma et pas dans le cinéma. J'ai aidé des potes à faire quand j'ai produit des courts-métrages. J'ai fait de la couleur. Hein. Voilà, j'ai un côté toujours technique, donc j'ai fait la couleur de film pour les amis. Voilà. Donc non, j'ai des projets auxquels je participe en écriture. Non, je continue toujours, mais là aujourd'hui, on arrive à un stade avec l'AI où le cinéma, on sait vraiment pas ce que ça va être. Alors aujourd'hui, effectivement, l'AI, ça prend, ça va être comme la bulle Internet des 2000. Là, c'est parti dans tous les sens. Ça a besoin de régulation, ça a besoin de beaucoup de choses. Ça va se calmer. Maintenant, à la suite de ça, comment va être le cinéma? Ce sera pas 100% AI, évidemment, hein, mais comment va être impacté le cinéma? Comment va être impacté ce qu'on regarde? Comment va être impacté comment on regarde? Voilà, c'est la grande inconnue. Ouais. Et je pense que ça va aller assez vite, mais voilà, c'est une partie qui m'intéresse vraiment, c'est essayer de comprendre, d'essayer, de visualiser, d'avoir une idée de ce qui va se passer dans le futur et de pouvoir être capable de jouer avec. C'est sûr que ça, c'est mon challenge d'aujourd'hui. Hein. Bon, super. En tout cas, je tenais à vous remercier grandement de m'avoir permis d'échanger avec vous par rapport à votre carrière et à ces deux films qu'il faut voir absolument parce que comme on le met, oui. On l'a mis en avant, que ça laisse pas indifférent et ce qui est génial, c'est qu'on apprend plein de choses sur le cinéma et que vous êtes très très généreux aussi, donc ça c'est formidable. Et puis moi à titre personnel, je tenais aussi à vous dire que vous aviez bercé mon adolescence et ma jeune vie d'adulte par rapport à vos interviews visuelles entre autres. Donc pour ça, merci beaucoup de votre générosité et pour la chaîne aussi, vous voyez, je l'ai créée il y a pas longtemps. Et très très rapidement, vous m'avez dit que vous aviez entre guillemets, je vous cite, envie d'être dans l'aventure. Et moi, je trouve ça génial que des gens avec votre carrière, qui avaient connu plein de choses, souhaitent aussi partager, et puis donner votre vision aussi, qu'il s'agisse de Vidocq ou de Catwoman, qu'on sache concrètement votre ressenti, voilà. Et je voulais savoir, il y avait deux petites choses. Je voulais savoir, par rapport à Catwoman et Vidocq, est-ce que vous aviez un dernier mot à dire par rapport à un film où vous aimez vos deux films ou... J'aime les deux en fait. Ouais, les deux sont très très différents, similaires et différents. Mais voilà, il y a une grosse partie il y a une grosse partie de moi-même dans les deux. Voilà, c'est un bout de moi.